venait de traverser ou d'avoir cet impact de la crise Covid. J'avais quand même une vingtaine de personnes dans l'entreprise à ce moment-là. Ça faisait une année que je prenais plus de salaire pour moi. Heureusement que j'avais des activités à côté qui me permettaient quand même d'assumer mes charges, quoi. J'ai perdu grosso modo 200 000 francs dans cette histoire, quoi, quand même. Pour moi, ce qui est important, c'est que personne soit lésé, pour le moins possible. Et donc, ce que je voulais, c'était sauver. Les gens avaient en partie aussi déjà payé à l'avance les formations, et je savais qu'on n'irait pas au bout. Donc, ça veut dire qu'ils perdraient leur argent, et ça, je voulais pas. Et puis aussi pour les formatrices, formateurs et les gens qui travaillent avec moi. Il y a beaucoup de défis redoutables comme entrepreneur. L'échec, par exemple, parce que je pense que l'échec fait partie du jeu. C'est pas une question si ça va arriver ou si ça va pas arriver, mais plutôt quand ça va arriver. Je pense que la vraie question à se poser, c'est comment rebondir, comment transformer un échec en une opportunité de croissance. Et là, on est en plein dans les compétences qui nous intéressent chez Ciel. C'est la résilience, une des 15 compétences de l'intelligence émotionnelle. Tu as vécu ça de manière très concrète. Tu m'as expliqué quand on préparait le podcast que ta première entreprise, tu l'as bâtie pendant 20 ans et suite aux mesures Covid, paf, gros coup dur, tu as fait faillite. Tu as su rebondir, tu as su te développer, tu as su développer une nouvelle stratégie, une nouvelle vision. Mais au-delà des aspects financiers qui ont été difficiles, j'en suis sûr, mais comment c'était au niveau émotionnel? Qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi dans cette expérience? Comment tu as géré la communication avec tes équipes, avec tes clients, avec tes proches? Tout cet environnement qui est autour de ce moment pas simple à passer et peut-être les conversations difficiles. Et avec du recul, quels sont peut-être les signaux ou qu'est-ce que tu aurais pu voir par rapport à ça avec ton expérience et comment ça a transformé ta vision actuelle? Alors oui, et pour moi, alors je reconnais bien que pour moi c'était un gros coup dur parce que quand tu crées une entreprise, c'est un peu comme ton bébé, tu vois. Alors d'accord, il était majeur à 20 ans, mais quand même, on venait de traverser ou d'avoir cet impact de la crise Covid, et puis en plus, je redevenais papa pour la quatrième fois, donc ça fait beaucoup de choses à gérer et donc aussi beaucoup de tension, beaucoup de stress, beaucoup de responsabilités aussi, parce que j'avais quand même une vingtaine de personnes dans l'entreprise à ce moment-là, et alors pas à plein temps, mais quand même qui travaillaient, collaboraient avec moi. Et moi je pense que un jour on m'a dit, t'as toujours une longueur d'avance, t'es assez visionnaire. Et au niveau de la stratégie de la vision, j'avais aussi anticipé un peu dans le monde de la formation ce format blended learning, où j'avais déjà commencé en 2017 à mettre ça en place, à proposer du blended learning entre une partie en ligne, une partie en présentiel. J'y croyais fortement. Alors évidemment avec le Covid, après ça a pris de l'ampleur et c'est devenu évident pour tout le monde, mais c'était pas le cas à ce moment-là. Donc on avait une longueur d'avance finalement à ce moment-là, au début du Covid, nos concurrents, et ça a été plutôt un côté extrêmement positif tout au début. Et quand j'ai vu arriver la crise, parce que moi j'ai toujours un tableau de bord financier pour voir comment l'entreprise va, donc j'avais des réserves financières, j'ai toujours thésaurisé, je ne vivais pas au-dessus de mes moyens, je suis plutôt prudent, un peu, je dirais, agraire, avec des réserves financières pour avoir une certaine sérénité, c'était quand même agréable. Et là j'ai dit contre-intuitif, je vais aller puiser dans mes réserves financières, je vais engager une personne pour faire du marketing, donc à plein temps, et aussi une personne à 50% pour s'occuper de la plateforme donc de LMS, donc de la plateforme de formation, parce que c'était assez complexe. À ce moment-là, on n'avait pas encore toutes les plateformes qu'il y a aujourd'hui, il y en avait beaucoup moins. Ça a tout explosé un peu avec cette période Covid. Ça a été, je dirais, la première année vraiment de Covid, où là, ça allait plutôt bien. Et tout à coup, tout s'est écroulé. Plus d'inscriptions. Mais pas que chez nous, en fait. J'avais comparé aussi avec des concurrents avec qui j'avais quand même une bonne relation, ou d'autres centres de formation, et tout le monde disait, c'est bizarre, les gens s'inscrivent plus à la formation. Et une des grosses erreurs que j'ai faites, entre autres, c'est cet investissement contre-intuitif. Bah voilà, je suis parti de l'idée, c'est au moment où il y a de la crise, il faut investir. Bon, ok, j'en ai assumé aussi les conséquences, j'étais en toute transparence aussi avec mon équipe, j'ai dit, voilà, je pisse dans les réserves, et si ça marche pas, peut-être dans une année, on devra mettre la clé sous paillasson, ce qui est d'ailleurs arrivé. Et puis, mais c'est pas dû à eux, c'est dû à l'économie. Puis l'autre chose, c'est que, et ça c'était une erreur stratégique que je ne ferai plus aujourd'hui, c'est que je faisais crédit finalement aux étudiants en leur permettant de payer les formations en plusieurs tranches. En gros, je faisais la banque, quoi. Enfin, on faisait la banque. Mais je dirais la chance dans le malheur, c'est que j'ai toujours, encore aujourd'hui, ce tableau financier
au tableau de bord financier, qui me permet de voir venir les choses et pas de les subir à fond à la caisse. Donc évidemment, j'ai vu que les choses baissaient. C'est un de mes conseils que je donnerais, c'est toujours avoir ça a toujours été un simple fichier Excel, entrée-sortie, prévision de chiffre d'affaires et puis le cash flow. Ça, c'est vraiment un conseil que je pourrais donner. Ce qui s'est passé après, c'est comme j'étais transparent avec l'équipe, à un moment donné, j'ai vu que ça chutait. Je savais que j'avais pas une année devant moi. Et la vie est bien faite, c'est le cadeau de la vie. Il y a une autre école qui m'a contacté, courante on peut dire, hein, beaucoup plus grand que nous, et qui nous abordait en disant écoutez, on aimerait vous voir. J'ai été les voir, et puis ils me disent en gros, hein, on a loupé le train du e-learning, on a entendu beaucoup de bien sur vous, est-ce que vous seriez d'accord de nous aider? Alors, c'est vrai que l'explication que je peux donner aussi, c'est que pourquoi les gens s'inscrivaient plus. On était à 1 année et demie, grosso modo, presque 2 ans, les restrictions, les gens pouvaient pas voyager, enfin avec toutes les contraintes qu'on a vécues. Et on a fait des sondages, et en réalité, c'est que les gens avaient pris cet argent pour voyager, et puis on peut pas leur en vouloir, parce que finalement, après 2 ans, entre guillemets, d'enfermement, d'impossibilité ou de très peu de possibilités de se déplacer, voilà, ils ont choisi de mettre ça là-dedans. Donc, c'est clair que j'avais plus grand espoir de sauver l'entreprise, j'avais plus de réserve. Et comme je t'ai dit, après cette entreprise, je l'ai rencontrée et ils nous ont demandé si on pouvait les aider à transformer leur formation au format blended learning, parce qu'ils avaient entendu beaucoup de positifs. Donc ils nous reconnaissaient aussi au travers de la réputation pour l'excellence de notre travail, parce qu'on faisait du bon travail. Et là, en toute transparence, j'ai exposé la situation au directeur de cette école en expliquant où on en était, qu'est-ce qui se passait. Et pour moi, c'était vraiment très dur quelque part, j'en ai même souffert, hein, à un moment donné, c'était rude, quoi, de dire, je vais devoir, en fait, j'essaie de sauver les meubles, quoi. Ça veut dire, pour moi, ce qui est important, c'est que personne soit lésé, pour le moins possible. Et donc, ce que je voulais, c'était sauver finalement, les gens avaient en partie aussi déjà payé à l'avance, hein, les formations, mais je savais qu'on n'irait pas au bout. Donc, ça veut dire qu'ils perdraient leur argent, et ça, je voulais pas. Et puis aussi pour les formatrices, formateurs et les gens qui travaillent avec moi. Donc, ça, on a mis 6 mois pour discuter. Après 6 mois, ils ont été d'accord de reprendre l'activité, nos étudiants, nos formateurs, nos employés. Et donc, avec ça, personne n'a été lésé. Et après, il y avait plus de revenus pour la société. Et évidemment, quand tu n'as plus de revenus, à un moment donné, plus de revenus, il n'y a plus d'entreprise, quoi. À un moment donné, elle part en faillite. C'est ce qui s'est passé. Mais j'ai envie de dire, la tête haute quand même, pour ce qui me concerne. Malgré le fait que, je peux le dire, hein, sans rougir, ça faisait 1 année que je prenais plus de salaire pour moi. Heureusement que j'avais des activités à côté qui me permettaient quand même d'assumer un certain nombre enfin mes charges, quoi. Et puis j'ai perdu grosso modo 200 000 francs dans cette histoire, quoi, quand même. Mais finalement, ce qui était le plus dur pour moi, c'est que je me sentais vraiment responsable vis-à-vis des collaborateurs, je me sentais responsable vis-à-vis des clients, mais aussi des partenaires qui me faisaient confiance. Il y a des clients, je les avais depuis presque plus de 20 ans, quoi. Et c'était très dur, je me rappelle encore une fois, j'avais dû aller voir un client en disant je suis désolé, mais on va pas pouvoir continuer la collaboration. Est-ce que vous êtes d'accord que cette entreprise reprenne le relais? Alors tu t'imagines, c'est des gens avec qui t'as une belle relation, quoi. C'est un peu presque comme une rupture. J'ai vu aussi la tristesse dans le regard des gens, pas sans pitié, mais de dire c'est dommage, quoi. C'est dommage. Mais ça, il faut faire le deuil, quoi. Pour moi, c'était important. C'est une période dure, mais j'ai aussi été le plus transparent possible avec tout le monde. Et ça, je peux te dire que tu dois avoir beaucoup d'humilité, prendre sur toi, parce que j'étais pas fier non plus. J'aurais préféré dire yes, on a réussi, ouais, c'est le succès, puis on grandit, etc. Et tout s'est arrêté. Voilà, c'est quand même beaucoup de monde concerné. Je crois qu'à l'époque, on avait entre 50 et 70 étudiants, je me souviens plus très bien maintenant, et puis une vingtaine de personnes quand même qui dépendaient de ces mandats, quoi. Donc, je regrette rien, hein, même si dans mon mode de fonctionnement, je cherche toujours, en fait, à avoir des solutions. Donc, peut-être ça aussi, c'est une chose, c'est essayer d'anticiper le plus possible les choses, puis pas attendre que le couperet tombe. Donc, j'aurais pu essayer de tirer en longueur, et puis le couperet serait quand même tombé, mais avec beaucoup plus de dégâts. Et donc, j'ai essayé de réduire les dégâts. Je pense qu'il faut aussi se dire, oui, c'est la vie. C'est pour ça qu'on a aussi des sociétés avec des formes juridiques. C'était une société anonyme. J'étais
le seul actionnaire, donc toutes les actions évidemment, elles sont passées à la trappe et l'argent que j'avais investi avec aussi. Voilà. Ce qui est aussi important de comprendre, c'est que dans cette phase-là, t'es quand même assez seul, hein, parce que quand tu prends des décisions, quand c'est les bonnes décisions, ben les gens t'applaudissent, mais quand c'est pas les bonnes décisions, en principe, ils hésitent pas non plus à te critiquer. Bon, ça, il y en a toujours, mais moi j'ai toujours fait appel à des personnes de confiance avec qui je savais que je pouvais partager mes préoccupations, pas pour qu'ils décident à ma place, mais simplement pour que je sorte un peu la tête du guidon, je puisse prendre un peu de recul et puis peut-être aussi voir des choses auxquelles je n'avais peut-être pas pensé, parce que quelqu'un qui est dans ce genre de situation, c'est quand même bien d'être bien entouré. Je pense qu'une des règles, et je l'ai toujours dit aussi aux gens que je formais dans la création d'entreprise, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes, parce que des gens qui ont un avis, t'en trouveras toujours. Il y en a qui ont même un avis sur tout, mais surtout un avis. Mais d'avoir des gens qui ont cette capacité aussi d'être critiques par rapport à ce que tu vas leur dire, qui vont pas forcément te caresser dans le sens du poil, qui ont des compétences, parce que c'est aussi important. Je pense que ça, c'est un des éléments que j'avais déjà compris et qui est toujours le cas aujourd'hui. On essaie de prendre les meilleures décisions possibles. En tout cas, moi, ce que j'en ai retenu, c'est que tu peux pas tout anticiper, mais que tu as toujours la possibilité. Il y a toujours un chemin, en fait. Il y a une possibilité de rebondir. C'est un clin d'œil de la vie pour moi, tout simplement. Dire, OK, ça va pas, ça va plus. Il faut trouver un autre chemin, une autre solution. Et c'est aussi une forme de créativité, cette notion de think out of the box.